Donc aujourd'hui, phase 2, le processus de l'offre. Souvenez-vous, un acquéreur fait une offre. Le vendeur va répondre, il a trois façons de répondre. Soit il fait une contre-proposition, auquel cas on rentre en négociation. Soit il accepte l'offre, on passe tout de suite au processus de signature. Soit il refuse l'offre, mais je veux que nous retenions qu'il ne faut pas présumer que non veut dire vraiment non. Souvent, une offre, on s'arrête uniquement au prix. Or, une offre d'achat, c'est une équation de conditions qui sont présentées par l'acheteur au vendeur. Le vendeur a des attentes initiales qui peuvent très bien évoluer et être nuancées quand on amène d'autres aspects positifs dans la balance. Donc, outre le prix, on sait tous qu'il y a plein de conditions qui peuvent être négociées et on oublie trop souvent le cahier des charges du vendeur, c'est-à-dire ses attentes initiales, pour s'arrêter uniquement sur le prix. D'accord? Donc, c'est extrêmement important de faire des découvertes vendeurs approfondies pour pouvoir aider les sorteurs à présenter des offres qui sont adaptées. Une offre adaptée n'est pas nécessairement seulement une offre qui correspond au prix. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez cet exemple, mais je vous le représente. Zineb rentre un mandat, d'accord, à 120 000 euros. Sébastien a une offre à 112 000 euros. Quand Pauline en a une offre à 115, d'accord. Sauf que Sébastien présente une offre avec un choix de signature notaire dans 6 mois. Quand Pauline, elle présente un choix de signature notaire dans 3 mois et que le vendeur est pressé. Et bien, ça ne présume pas que l'offre de Sébastien sera sélectionnée. Donc, plus on va se renseigner, souvenez-vous, auprès du rentreur, plus on aura des chances, en collaboration, d'avoir un résultat. C'est pourquoi je vais beaucoup insister aujourd'hui sur certaines notions. La dernière fois, on avait déjà commencé, donc je ne vais pas vous faire travailler là-dessus aujourd'hui, mais on a eu une discussion. Quelles sont les émotions du vendeur à l'étape de l'offre, du vendeur et de l'acquéreur, d'accord? On a parlé d'appréhension, de doute, de peur, peut-être d'excitation, de satisfaction. Il se sent pressionné. Il peut ressentir un soulagement d'arriver à cette phase, ou au contraire subir des frustrations, de la méfiance, voire de la défiance. Selon le client, son expérience ancienne, donc sa façon de raisonner en général, est présente avec le conseiller, il va avoir sur la réglette une part de stress et d'émotions positives ou négatives qui va différer. Un même client peut avoir deux expériences complètement différentes avec deux conseillers différents. Donc évidemment, le champ lexical des émotions est extrêmement large. À nous de l'amener dans le positif plutôt que dans le négatif. Mais attention, une émotion négative n'est pas contre-productive. Des fois, il faut l'utiliser comme levier de conclusion. Une émotion négative, par exemple, qui serait l'appréhension ou le doute. Mettons, le client de Sébastien a une certaine appréhension pour se lancer, ok, et doute entre deux biens. Sébastien fait le travail nécessaire pour conforter son client, lui faire accepter l'offre. Évidemment, les émotions vont évoluer et il faudra ensuite que Sébastien conforte ce client pour le laisser dans une émotion globalement positive pendant tout le projet. Donc c'est extrêmement important de faire preuve d'empathie. C'est une notion que vous connaissez déjà au niveau du mot en lui-même. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'on ressent ses émotions. Ça s'appelle de la sympathie. Je vous demande pas de ressentir l'émotion, ce qui est trop fatigant, ce qui est trop engageant pour vous. Je vous demande simplement d'essayer de vous mettre à la place des autres. Nous, conseillers, très souvent, nous évoquons des principes comme si on jouait un jeu de société au Monopoly avec nos clients. On parle de 5 000 en 5 000 euros. Quand on sait que 5 000 euros, c'est parfois 3 fois les revenus de notre client par mois, d'accord? On évoque des choses comme si on déplaçait des pions et qu'on mettait des cartes chance sans passer par la carte prison, mais n'oublions pas une chose, c'est que la charge émotionnelle de nos clients est extrêmement élevée. Et parfois, en fait, on joue le rôle d'opérateur, comme si on était un opérateur à la préfecture ou à la gare, et on sert notre client sans nécessairement aller chercher son émotion
et sans en tout cas lui faire comprendre qu'on l'a compris. Ce sentiment de connexion qu'on va avoir avec lui va démarrer dès lors qu'on lui fait comprendre qu'on a compris ce qu'il ressentait. C'est ce rapport humain. Pourquoi les agences physiques ont encore une belle vie devant eux? Pourquoi les agences digitales qui disent qu'elles vont, là j'ai vu récemment par exemple, une agence qui pour 2000 euros vous fait tout au téléphone, hein, elle va vous faire un coaching. Oui, c'est bien, ça correspondra à certains clients. Ceux qui sont dans les faits, uniquement dans les faits. Ceux qui ont besoin de cette part d'humain, de connexion avec autrui, ça marchera pas, ils veulent un humain en face d'eux. Donc le mandataire à cet égard est intéressant puisqu'il vient en recommandation souvent. Mais nous, on a encore de sérieuses chances de conserver nos parts de marché, tant et si bien qu'on établit notre relationnel et que on ouvre la porte aux usagers qui rentrent avec le meilleur accueil et cette fibre à la fois commerciale mais surtout humaine que peut attendre tout client. Quand il regarde la télé, qu'il voit Stéphane Plaza, souvenez-vous pour les plus anciens, Stéphane Plaza, il arrivait à un moment clé dans l'immobilier. Il est arrivé au moment où les agents immobiliers avaient une mauvaise image. Très longtemps, l'agent immobilier n'a pas joui d'une bonne image. On le mettait dans le même casier qu'un vendeur de fenêtres, un vendeur de commercial en tout et en rien. Il y a des raisons à cela. Pendant très longtemps, les agents immobiliers étaient peu ou pas formés. Ils avaient un cadre juridique qui était pas très, on va dire, pas très contraignant pour eux. Et il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Le délai de rétractation est arrivé seulement début 2000. Les diagnostics, c'est pareil. Avant, c'était n'importe quoi. Donc, toute personne née après moi, il peut avoir des a priori liés à ça. D'accord? Toute personne née après moi, il a un point de vue qui se différencie. Et toute personne qui a l'âge de Jason voit l'agent immobilier comme un messie. Oui, vous m'avez compris. Bon. Les vieux, ils croient que les agents immobiliers, c'est des bâtards. Les jeunes, ils pensent que les agents immobiliers, c'est des super-héros. Et ceux qui sont dans la médiane, mi-figue, mi-raisin. C'est normal. Il faut savoir que le métier d'agent immobilier sur LinkedIn, c'est le deuxième métier le plus sélectionné par les jeunes aujourd'hui, le plus recherché. Donc il y a aujourd'hui une vraie ouverture d'esprit des clients vis-à-vis de notre métier. Il faut profiter de ça. Le capital confiance a augmenté. Meilleure professionnalisation des agents immobiliers, meilleure transparence des processus, meilleure communication. Bien. Moi, j'aimerais que lorsqu'on prend une offre, on réalise une prise de contrôle, une liste de contrôle de choses à faire. Pour certains, ça va sembler très basique, mais je profite qu'on soit de manière collégiale pour s'assurer que tout le monde suit les mêmes étapes. Évidemment, je valide le financement. Ok. Valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelqu'un de légitime dans le métier qui a vu les documents et qui nous dit oui, il y a de fortes chances qu'on aille au bout. Voilà une simulation qui te permettra d'être utilisée comme levier pour rendre ton client légitime. S'assurer que le bien est disponible. Ça peut sembler bête, mais j'ai encore des conseillers qui s'étonnent. Ah, mince, c'était déjà vendu ou il y a une offre dessus. Recueillir le plus d'informations possible sur le vendeur et le bien, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, souvenez-vous, je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, pour moi, une bonne affaire, c'est pas un bel appart, c'est un beau projet vendeur. C'est pour ça que je vous questionne très souvent sur les raisons pour lesquelles le vendeur vend. Quel est son état d'empressement? Est-ce qu'il est prêt à vendre au prix du marché? Puisque de toute façon, ce qui fait qu'un bien il est intéressant, quel que soit son emplacement, c'est qu'il soit au prix du marché. Moi, j'ai appris mon métier à Grigny 2, je vendais les appartements comme des régimes de bananes, pourtant on est à Grigny 2, c'est normal, les apparts étaient au prix du marché. Ils s'adressaient à une clientèle qui cherchait des prix très bas. On a des agents immobiliers qui travaillent à Soisy-sur-Seine où c'est beaucoup plus cher qu'à Évry, pourtant ils vendent comme des régimes de bananes aussi. C'est normal, quand c'est au prix du marché sur un secteur, ça se vend. Bon, rien de secret. Donc si, par exemple, Caroline rencontre un vendeur et est capable de creuser assez l'information pour divulguer aux collaborateurs le cahier des charges en termes d'attente du vendeur,
Voilà, ce vendeur est extrêmement pressé, il est muté. Si on a un financement qui est extrêmement rassurant, il y a des chances qu'il reconsidère sa position sur le prix il pourra même envisager une remise des clés anticipée parce que ton client à toi, il va se retrouver à la rue, j'en sais rien. Ça se fait des mariages immobiliers. Regardez, venez, on prend une métaphore. Imaginons demain jour, c'est un de mes rêves, mais je le ferai pas, vous inquiétez pas, une agence matrimoniale, d'accord? Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est un métier super, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Sébastien vient chez moi, il cherche l'amour de sa vie. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le questionne avant de le rentrer dans mon listing. Normal, je vais faire ce qu'on appelle un match. Donc, je vais prendre en compte, voilà, Sébastien, quelle est votre catégorie socio-professionnelle, quel est votre type de femme, etc., etc. Bien. Zineb rentre dans mon agence. Pareil. Ensuite, expliquez-moi quelles sont vos attentes. Très bien. Et là, je peux faire un mariage. Alors pourquoi en immobilier, on n'a pas cette communication interne des attentes des vendeurs et des acheteurs? Moi, j'ai l'impression que ça se fait souvent de manière assez superficielle, comme si nous traitions les choses comme une opération quelconque d'une marchandise. Voilà, donc moi je t'en prends pour 5 kilos, hein. Voilà l'offre. On se tient au courant dans la journée. Non, on parle de personnes qui ont des projets de vie. Et donc stratégiquement, il va être extrêmement important de faire cet engrenage fluide entre les attentes du vendeur et de l'acheteur pour atteindre l'objectif. Et donc, c'est justement à ce moment-là qu'on ne joue pas le rôle d'avocat pour un client ou pour un autre. On n'est pas là pour prendre parti. On est là pour être très factuel sur les attentes et vérifier les points d'échoppement, donc ceux qui y vont pas, et les points qui permettraient de relier leurs deux attentes. On est là pour relier une offre et une demande. Nous sommes des intermédiaires, ne l'oublions pas. D'accord? On n'est pas des vendeurs. Questionner le rentreur afin de découvrir ce qui est important pour le vendeur, c'est ce que je viens de vous expliquer. Se renseigner au sujet de l'activité sur le bien, évidemment, à la fois pour être dans le bon tempo et à la fois d'un point de vue stratégique. Donc certains acquéreurs croiront que c'est du bluff quand on leur dit faites gaffe, ça bouge. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement important de le tenir au courant et que s'il rate l'appartement, il sache que c'est sa responsabilité à lui et pas la nôtre parce qu'on lui aura indiqué. Se renseigner sur l'historique des offres refusées, extrêmement important. On revient à ce que j'ai dit en début d'entretien. Une offre refusée il y a 2 semaines peut tout à fait être acceptée aujourd'hui. Un vendeur peut très bien évoluer sur ses attentes, soit parce que, bah, évidemment, il reconsidère son point de vue au fur et à mesure que son stress augmente puisqu'il est en mévente, soit tout simplement il a eu des nouvelles par des tierces, agents immobiliers, ou des nouvelles dans son projet personnel qui font que il accepte des conditions nouvelles. C'est la raison pour laquelle il est toujours très important de suivre vos vendeurs et de ne pas partir sur des préjugés positifs ou négatifs de ce qu'il serait capable d'accepter. Donc c'est là où vous m'entendez souvent vous dire attention, les certitudes, on essaie de pas trop être dedans parce que ça peut être dangereux. Non, 100 000 ça passe pas. Puis en fait ça passe. Donc je préférais, hein, 100 000 a été refusé il y a 2 semaines. Néanmoins, on peut toujours revenir à la charge. Qu'est-ce que tu me conseilles de dire à mon vendeur en termes d'arguments pour que je puisse éventuellement lui faire accepter cette offre? Eh oui, et partons enthousiastes. Parce que si par exemple, donc j'ai une offre pour toi, Sébastien, d'accord? Non, on va faire le contraire, tu as une offre pour moi, d'accord? Et que je te fais cet accueil. Bah non, Sébastien, tu sais très bien qu'il y a 2 semaines, ça a été refusé. Pourquoi tu me fais une offre comme ça? Bon, bah déjà, notre lien, il est dégradé, hein, il se sent un peu humilié dans sa prise d'offre. Pourtant, je pars du principe qu'on fait toujours de notre mieux. Alors, peut-être pas tout le temps, mais moi, c'est comme ça que je vous vois. Donc, quand Sébastien m'amène 100 000, je me dis pas, mais putain, il est con, il comprend rien. Je me dis, il a fait de son mieux. C'est ça qu'il est capable d'avoir aujourd'hui. Je vais m'asseoir autour d'une table avec lui pour comprendre pourquoi son acheteur a fait cette offre, pour comprendre pourquoi Sébastien n'est pas parvenu à atteindre l'objectif initial. Et moi, je vais tenter d'envisager de passer cette offre avec loyauté et enthousiasme. Parce qu'évidemment, si je me programme négativement, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, les clients, ils ont des antennes. Si je suis programmé négativement avec mon offre, je vais chez le vendeur,
je vais avoir un refus. Si par contre j'ai créé une spirale positive avec mon collaborateur et son client, qu'on fonctionne en confiance et qu'on se dit, on va représenter une nouvelle offre, c'est une nouvelle chose. Il y a eu un refus il y a 2 semaines sur une chose. Là, c'est une nouvelle chose. Chaque offre est unique. Imaginons, on faisait une métaphore bête, hein, le client dit de l'agence matrimoniale, ah non mais moi je veux pas de blonde, hein. C'est même pas la peine. Ok? Donc je lui présente une blonde il y a 2 semaines, il dit, Monsieur Gallia, je l'ai dit, je veux pas de blonde. Bon d'accord. Et puis il y a une blonde qui arrive et elle me dit dans le boucle là, ah ça c'est mon type d'homme. Moi je vous avertis, c'est mal barré. Les blondes c'est pas son truc à l'origine. Mais on peut essayer. Je suis enthousiaste. Je vais quand même essayer de vous le présenter parce que vous avez quand même beaucoup d'atomes crochus. Tous les deux, vous aimez le vélo, vous habitez le même coin, vous avez les mêmes attentes artistiques. S'il s'arrête à une couleur de cheveux, ce serait quand même dommage. Allez, je vais vous le présenter. Et puis, paf, il tombe amoureux. Si par contre, je m'étais tout de suite dit, ah non, mais non, mais c'est mort, hein, laisse tomber. Et que, bon, bah voilà, monsieur le client, je sais que vous aimez pas les blondes, bon, c'est une blonde, on fait quoi? Bah non. Fait que si je suis enthousiaste, que je construis ma relation, monsieur Martin, faut qu'on se voit ce soir à 16h. J'ai une personne à vous parler. Elle a énormément d'atomes crochus avec vous. Elle a les mêmes passions. À mon avis, ça risque de matcher. Je crée des attentes chez lui. Je pars enthousiaste. Je le programme positivement à accepter. Donc, ne sous-estimons pas, et ça je vous le dis tous ensemble, parce que c'est un travail d'équipe, ne sous-estimons pas l'état d'esprit et la construction de l'offre en équipe. Le duo de conseiller et sa communication va jouer un rôle prépondérant dans sa réussite, avec ou sans mon appui. Prise d'offre, les 6 étapes. On accueille le client, on l'instruit un minimum, parce que je vous ai expliqué qu'on ne parlait pas des charges et de la taxe foncière au milieu d'un appartement. On fait ça lors d'un débriefing. Et encore, on ne le fera pas sur tous les apparts. Donc voici, monsieur le vendeur, les fiches de chacun des biens. Donc on avait le F4 à 159 000 au domaine de l'honnête. On avait le F4 à 153 000 dans le centre-ville. Voilà, les 3 fiches. Bien. On va faire ensemble le bilan des biens visités pour que je puisse comprendre quels ont été vos ressentis, parce que s'il y a un coup de cœur aujourd'hui, tant mieux, j'ai gagné ma journée. Sinon, ça va me permettre de faire une sélection nouvelle et ainsi de faire le compte rendu au propriétaire. Donc, on remplit la fiche de scoring. Cette fiche de scoring qui peut paraître enfantine est un outil formidable. Pourquoi? Puisqu'elle va permettre au client déjà d'éliminer certains biens. C'est très dur de choisir, je vous l'ai déjà dit, donc déjà éliminer. Lui donner des raisons factuelles de le faire, puisque il va avoir besoin, en fait, il étalonne les choses, il a une notation, ça lui permet de se rassurer factuellement, donc d'avoir des choses rationnelles. Souvenez-vous, je vous l'ai expliqué, un choix ou un non-choix se fait toujours grâce à une émotion, mais l'humain a besoin de mettre des aspects rationnels dans sa décision. L'aspect rationnel de sa décision, ce sera de remplir la fiche de scoring. Mais cette fiche de scoring correspond à une émotion. J'ai trouvé le bien pas lumineux. Et ça, c'est chacun qui voit. Le bien, il n'est pas assez grand. Il faisait 120 mètres carrés, mais peut-être qu'il en veut 150, etc. Donc, c'est des émotions qui transfèrent sur une fiche de scoring. Donc, lui, déjà, c'est pour lui un miroir de ses émotions et de ses ressentis. Et pour nous, c'est un outil formidable. C'est donc un levier de closing. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, évidemment, si tout se passe bien, il y a une fiche qui va avoir une meilleure note et 2 fiches qui vont se détacher. On va répondre aux questions, d'accord? Proposer au client d'acheter. Eh oui, j'ai statistiquement peu de chances d'avoir un client qui, en premier ordre, en première intention, me dit bien, suite à la visite, monsieur Gallière, je vais faire une proposition d'achat sur celui-ci. Et non. Souvenez-vous, quelqu'un qui rentre dans une agence immobilière, il attend un service, et ce service, déjà, c'est d'être guidé, voire même d'être légèrement poussé. Souffler dans le dos, gentiment, et conforté. Donc,
Lorsqu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un bien qui va se démarquer, eh ben, on crée l'occasion. C'est comme pour le mandat unique. C'est comme pour l'enfant qui va demander à sa mère de se coucher à 23h au lieu de 22. S'il demande pas, sa mère elle va pas dire bon bah soir, hein, t'as été gentil, tu te couches à 23. Non, il faut apprendre à demander et clairement, sans tourner autour du pot. Vous savez, je vais vous l'apprendre pour certains et d'autres le savent déjà. Nous n'avons pas de talent de devin. Donc, on n'est pas capable de lire normalement dans les pensées du client et le client il n'est pas capable de lire dans les notes. Si on n'exprime pas clairement nos objectifs, il va pas les deviner. Ok, le client il sait qu'il est là pour acheter, vous inquiétez pas. Mais voilà, monsieur le client, là on a un bien qui se démarque considérablement. Vous m'avez posé des questions et ces questions j'ai répondu. Vous semblez être conforté sur ces aspects. C'est un appartement qui répond à vos attentes initiales et aux attentes qui ont évolué. Le budget est le bon, on a calculé la mensualité. D'un point de vue technique, les diagnostics, c'est très rassurant. Et d'un point de vue copro aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est de le réserver dès aujourd'hui. Et on dit plus rien. Qu'est-ce qui risque de se passer? Dans le meilleur des cas, il va dire bah oui, il n'y a pas photo. Dans le moins bon des cas, il va faire une objection. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait la formation, une objection, c'est qu'une question, c'est qu'une expression d'une émotion qui vise à dire ouais, mais attends, pourquoi pas, mais j'ai encore des résistances. Et donc moi, pour moi, c'est un moment inouï de créer donc le RIPC, de traiter ces résistances pour créer l'engagement. Souvenez-vous, sans objection, j'ai beaucoup plus de mal à faire mon closing. Donc une objection, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je connais très peu de ventes qui ne démarrent pas sur une objection. Donc une objection, pour qu'elle arrive, il faut faire une proposition. Donc systématiquement, si en sortie de visite, vous n'avez pas pris d'offre, posez-vous la question déjà, ai-je posé cette question, monsieur le vendeur, dans la mesure où vous êtes rassuré sur ça, que vous avez un certain recul sur les visites, que ce bien risque d'être visité demain, est-ce qu'on peut le réserver dès aujourd'hui? Si vous ne posez pas cette question, vous réduisez drastiquement vos capacités de closing. Hein. Donc c'est pareil pour le mandat unique. Souvenez-vous, monsieur le vendeur, est-ce que ce que je vous ai présenté, tout est clair? Oui, d'accord. Est-ce que ça répond aux attentes que vous faites d'un agent immobilier efficace? Oui, d'accord. Vous êtes à l'aise avec ses services? Ouais, très bien. Ben, si on se met d'accord sur le prix, j'imagine qu'on peut signer un mandat unique. Ah, bah non, monsieur Galéa, parce que je dois avoir objection, traitement de l'objection. Si par contre, je lui demande pas si on peut faire un mandat unique, mes chances diminuent considérablement. Donc, RIPC plus saut technique de closing. On passe à la rédaction de l'offre qui n'est qu'une partie administrative. Hein. Résumé, le bien vous plaît? Ouais? On se projette? Ok? Il y a des freins? On en parle? Vous êtes rassuré? Bah faut l'acheter. Je traite l'objection et go. Tout simple. Maintenant, je vais vous présenter une boîte à outils de petites techniques qui vont vous permettre d'augmenter les chances et de faire plaisir à l'acheteur pour que le bien lui plaise et de closer votre offre. Ok? Alors, déjà, premier principe, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que nous ne vendons pas des biens, mais nous vendons des services. Donc, l'attente est la suivante. Moi, j'ai client qui rentre, je lui fais comprendre très rapidement dans notre relation que quel que soit le bien qu'il choisira, c'est pas grave. Mais je veux que ce soit avec moi. Nuance. Donc, je veux qu'il ressente que j'ai pas d'intérêt sur l'appartement bleu ou sur le rouge, même si parfois il y a des différences de rémunération, mais on le fait pas ressentir au client, ça. D'accord? Ce qu'on fait ressentir au client, c'est monsieur le client, vous rentrez chez moi. Très bien. Moi, mon engagement sera total. Dès la mesure où j'aurai vérifié que vous êtes motivé et solvable, je vous assure que je vous suivrai jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bien qui correspond à vos attentes et que votre projet immobilier sera verrouillé. Ok? Donc si moi je me donne à fond, est-ce que vous donnez à fond avec moi? Et est-ce que si le bien répond à vos attentes dans votre budget, est-ce que vous l'achetez? Oui. Et parfois il vous dira, ah,
à la découverte client. C'est déjà arrivé à certains de poser la question, pas tout le monde. Si vous posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Donc, découverte client pour catégoriser A, B, C, d'accord? Bien, Monsieur Martin, on a pu vérifier ensemble que votre budget il est validé. Vos motivations semblaient tout autant. Maintenant, j'ai une question, d'accord? Si ce fameux F3 en centre-ville, je le trouve dans le budget de 160 et qui vous plaît, est-ce que vous l'achetez? Ah, ouais, mais en fait, je vous ai pas dit, en fait, mon apport n'arrivera que dans 2 mois. Ah oui, mais ouais, j'ai pas posé la... Si on pose pas la question, on peut pas le savoir. D'accord. Bon, mais pour revenir au sujet, je souhaite que vous fassiez comprendre aux clients que nous sommes des intermédiaires, qu'on vend des services. D'ailleurs, souvenez-vous, quand vous faites votre déclaration en tant qu'auto-entrepreneur, vous vendez pas des biens, hein, vous vendez des services. C'est ce que je veux qu'ils comprennent le client. Donc, moi, dans l'état d'esprit, il y a des mots polluants, hein. J'ai vendu cet appart à Monsieur Martin. Non, pas du tout. J'ai aidé Monsieur Martin à réaliser son projet immobilier. J'ai aidé Monsieur Martin à s'installer à Évry. J'ai aidé Monsieur Martin à devenir propriétaire alors qu'il était locataire depuis 25 ans. C'est pas j'ai vendu cet appart. On vend pas des apparts, les gars. Je suis désolé. Ceux qui pensent ça, ils se l'ôtent de la tête. On vend des services et des bons services. Dès lors qu'on fait comprendre ça au client, son facteur critique va diminuer quand on va lui présenter tel ou tel bien. Il se dira, de toute façon, pas de pression avec Caroline. Que je choisis celui-là, 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 c'est pas grave. Elle va m'accompagner, elle va faire l'offre. C'est nickel. Étiqueter quelqu'un, c'est évoquer ses émotions. D'accord. Et lui faire comprendre qu'on l'a compris. Exemple. Bien, Monsieur Martin, ça y est, j'ai bel et bien l'impression qu'on est en train d'arriver à l'objectif de s'installer à Évry. Parce que quand on était dans l'appartement, j'ai vu vos yeux, il y avait des étoiles. Votre femme, pareil. Vous commenciez déjà à négocier le canapé en buffle dans le séjour, l'écran plat et le mixeur dans la cuisine. Et vous avez rempli une fiche de scoring à 34 sur 35, alors que d'habitude, ça fait 3 fois qu'on se voit, on est plus entre 20 et 25. J'ai bien peur que ce soit votre journée pour devenir propriétaire. J'imagine, l'étiquetage commence, donc, enfin, il a déjà commencé parce que je lui ai évoqué ses émotions. Et là, il peut pas me contredire. Oui, c'est vrai, Monsieur Gallia, vous avez l'œil. Normal. J'imagine qu'à ce moment-là, vous ressentez une certaine forme d'excitation et peut-être un peu de peur parce que c'est votre première fois que vous allez acheter. Ah ouais, c'est ça, Monsieur Gallia. Oui, j'imagine. Donc, je vais tout faire pour vous conforter dans vos choix. Je vais essayer que pour vous, ça aille pas trop vite, même si il faut se l'admettre. On va devoir mettre un coup d'accélérateur ensemble. Mais je comprends ce que vous ressentez. Dès lors, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai une connexion importante avec mon client et il sait que je le comprends. Donc il se fabrique cette image dans sa tête, il se dit que je vais traiter la situation en rapport avec ses émotions. Donc il se sent bien. Monsieur Gallia nous a compris. Il rentre à la maison le soir, Monsieur Martin il dit à sa femme, mais lui il a tout compris. Il sait comment on se sent, il sait qu'on flippe, il n'en profite pas, il est clair dans ses propos. J'ai une confiance absolue en cette personne. Le canard boiteux ou repoussoir critiqué subtilement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Je vous ai expliqué, on crée une relation de confiance avec notre acheteur. Un client vient avec des critères. Nous, on fait des sélections de biens et on le fait avec un filtre qui est le nôtre. C'est le filtre du professionnel, avec nos propres yeux. Et des fois, on choisit un bien, on se dit, oh là là, mais ça, c'est une daube que je vais lui montrer. On commence déjà à stresser de lui montrer. Bien. Qu'est-ce qui nous différencie de ce client? Premier point, le client n'aura jamais vu autant de biens que nous on en a vu. Donc sa vision des choses sera différente. Deuxième chose, le client il vient avec des critères. Monsieur le client, donc si j'ai compris, vous voulez un F3 au deuxième ou au troisième étage, parce que vous aimez ne pas être trop haut mais ni trop bas, et votre budget est de 140 000 euros. Vous aimeriez un parking, d'accord? Bien. Et j'ai un F4, d'accord, un F3, pardon, à 140 000 euros au parc du Petit Bourg.
réflexe normal. Ah, je peux pas lui montrer ça. Ça vaut pas 140. Et pourtant, il faut. Ça fait partie du marché, ça existe, et c'était dans ces critères. Le but, c'est quoi? C'est d'utiliser ce bien comme levier. On va appeler ça le canard boiteux, ok? Ou le fameux repoussoir. Donc on est dans la visite, on débrief, et là, le client il me dit, dis donc, monsieur Gallia, ah, je sais ce que vous allez me dire. Bon, c'est vrai que cet appart, il est pas jojo au niveau de l'environnement. Je vous l'ai montré parce que vraiment, il répondait à beaucoup de vos critères. Il est quand même en bon état, n'est-ce pas? Mais oui, je vous l'accorde. C'est pas la meilleure affaire de ma sélection et je comprends que vous réagissez comme ça. On marque des points à ce moment-là. Ben normal, on se fout pas de sa gueule au client, hein. On n'est pas là pour faire ça. On lui fait comprendre que on est honnête, qu'on est franc, hein. Voir si évidemment il a un coup de flash dans l'appart qui veut l'acheter, on va pas faire ça. Hein, on va pas le contrarier. Mais si par contre il nous dit, mais monsieur Galéa, là, vous avez un peu faibli sur la sélection, bah ouais, je comprends que vous me disiez ça. Bon, je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter, parce que quand même, il y avait beaucoup de critères qui répondaient à vos attentes, mais je vous l'accorde, il a tel et tel point négatif. Donc critiquer subtilement, je dis bien subtilement, parce qu'imaginez-vous, après le vendeur, il se dit, l'acheteur, il se dit, putain, vaut mieux acheter Galéa, mais pas vendre avec lui. Donc critique subtilement, hein, gentiment, ok? Et encore une fois, on critique un bien, hein, on critique pas son vendeur, jamais. Et bah, ça permet de créer encore une fois cette confiance accrue. La crise de sincérité. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, je vais vous montrer. C'est toujours dans cette mouvance. On est au moment de l'offre, ok? Il y a des hésitations et j'entends très rarement cette technique. Et pourtant, elle est très efficace. Monsieur Galéa, je sais pas, j'hésite encore. Ah, écoutez, monsieur Martin, c'est un secret pour personne. J'ai très envie de faire affaire avec vous, hein. Que ce soit sur cet appart ou sur un autre. Comme je vous l'ai dit, dès notre premier rendez-vous, mon but, c'est de vous aider à devenir propriétaire. J'ai vendu votre appartement F2E, ça s'est bien passé. Et là, maintenant, on cherche votre F4 et je vous l'ai dit que ça prenne une semaine ou 4, c'est pareil, mais j'aimerais vraiment que ça se fasse avec moi. Donc, je serais très heureux si on pouvait parvenir à un accord. Mais monsieur Gallia, vraiment, j'ai du mal à me décider. Donc, on traite les freins et je vous comprends, plus étiquetage. Donc, je comprends vos freins. Ça va peut-être un peu trop vite pour vous. En effet, j'ai vendu votre F2 il y a 2 jours. Vous avez vu que 3 appartements et c'est celui-là qui correspond. Donc, je comprends que vous avez l'impression de ne pas avoir assez comparé. Donc, c'est normal que vous soyez un peu stressé. Je sais que ça peut vous paraître un peu suspect parce que je suis commercial, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je suis absolument certain que vous en serez très content. Alors ça, on peut le dire quand? Bah uniquement si on a créé cette autoroute de confiance depuis le premier rendez-vous. Donc en superposant l'empathie, le suivi honnête et toutes les techniques que je vous ai dit, cet état d'esprit, je vends un service, pas un bien, j'accueille bien mon client, je lui dis les choses correctement, eh ben je suis légitime, contrairement à d'autres. Parce que je vous l'ai dit le soir, le client, il rentre à la maison, il se dit, Monsieur Gallia, il a compris exactement ce qu'on veut, je suis sûr qu'avec lui, ça va bien se passer. Et oui, la sélection d'aujourd'hui, c'était pas exactement ça, mais chérie, je suis sûr que la prochaine fois, ah, il est génial cet agent immobilier. Eh ben, je vous assure que c'est pas abusé de dire ça. Certains peuvent être mal à l'aise avec ça. Je me trompe. Ceux qui sont mal à l'aise avec le faites-moi confiance, c'est parce qu'ils se sentent pas légitimes en tant qu'agent immobilier, parce qu'ils sont débutants. Ceux qui sont mal à l'aise avec le faites-moi confiance, c'est qu'ils pensent que l'appartement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sauf que c'est pas ce qu'il y a de mieux d'un point de vue d'agent immobilier, mais c'est ce qu'il y a de mieux d'un point de vue du client. Je vais vous donner un exemple, toujours la métaphore de l'agence matrimoniale, d'accord? Et tu sais quoi, je vais présenter Roberta à Bob. Je fais, Roberta? T'as vu ses dents? Je fais, mais on s'en fout. Bob, c'est son genre de fille, c'est ce qu'il veut. Il aime bien les filles avec les dents éclatées. Pourquoi tu me donnes ton avis?
Donc, on va aller voir Bob et on va lui dire, eh Bob, viens demain à 18h, fais-moi confiance, tu vas tomber amoureux. Et le lendemain, Bob, et pourtant, Roberta, Sylvie et moi, on la trouve moche. Mais c'est normal, on voit plein de gens qui passent dans l'agence. Bah, les apparts, c'est pareil, les gars. Arrêtez de vous donner votre avis. Le client, il a sa vision à lui. Il a son cadre de référence. Si ça lui plaît, alors on le regarde, on lui dit, vous allez être content de cet appart. Faites-moi confiance. Et là, il va dire OK. Parce que c'est une phrase qu'on n'entend plus, les gars. Seulement, cette phrase, on le fait que si on l'honore derrière et qu'on se comporte loyalement, les gars. Parce que ceux qui disent sincèrement, alors il y en a, ils commencent leur phrase par sincèrement. Bon, déjà, une fois sur deux, c'est des mythos. Ou honnêtement. Honnêtement, on se connaît pas encore. Ça fait 2 secondes. Pour eux, tu me dis honnêtement, t'as un problème. Ça, c'est un tic verbal. Mais à l'inverse, ah, mais je vous jure que c'est vrai. À l'inverse, on a le droit de demander de nous faire confiance. Mais si on a été pro, qu'on a dit la vérité, que ça se passe bien, la relation elle est forte, monsieur, faites-moi confiance. Signé. Vous avez 10 jours pour changer d'avis, mais je vous assure, vous allez bien dormir. L'engagement conditionnel. Imaginons que le client, avant de prendre sa décision, nous évoque une objection qui consisterait à rendre conditionnel l'achat. Par exemple, Monsieur Galéa, avant de m'engager, j'aimerais en référer à X, mon artisan. J'aimerais vérifier si Y. Et j'aimerais attendre que Z. Donc, qu'il y ait un événement, ou peu importe, une condition qui soit réalisée pour acheter. Bien. Bon, bah déjà, je vous comprends. Hein, on va pas rentrer dans le détail. Je vous comprends avec tout ce qui va avec, étiquetage, tout ça. Et là, on lui dit, monsieur le vendeur, quand même, j'aimerais savoir si la décision n'appartenait qu'à vous et que cette condition n'existait pas, est-ce que vous achèteriez cette maison? Deux possibilités. Une objection sous-jacente qui ressort. Donc du coup, la conditionnelle était une fausse barbe et il y a la vraie objection qui sort. Soit il va vous dire, bah oui, si ça n'est qu'à moi et que j'avais pas cette condition, je l'achèterais. Et qu'est-ce qui va se dérouler là? On va lui dire, très bien monsieur le vendeur, donc si il n'y avait pas cette condition, vous achèteriez. Je vous propose que ensemble, nous levions cette condition. Ou je vous propose que ensemble, nous en parlions à X. Imaginons X, c'est la maman qui donne 20 000 euros de frais de notaire, d'accord? On a le client, il a fait 3 semaines de visite avec nous, il a vu 20 biens, d'accord? Et la maman va débarquer au dernier moment pour valider la visite. Vous connaissez certains cette épreuve du feu, on en reparlera. Donc la maman arrive, hein, et je me suis quand même assuré en amont que mon client était mon allié, mon partenaire pour convaincre sa maman. Si je lui pose pas la question, je pourrais pas légitimement l'utiliser. Donc ça donne ça. Je dois en référer à ma maman, hein. Souvenez-vous, monsieur Galéa, c'est elle qui verse les frais de notaire. C'est normal, monsieur Martin. En plus, frais de notaire ou pas, c'est toujours bien d'en parler à sa maman, quel que soit notre âge. Venez là, elle sera la bienvenue. Je vous comprends. Ça veut dire ça, d'accord? J'ai juste une question à vous poser, monsieur Martin. Si la décision ne venait qu'à vous, la maison, vous la prenez? Ah oui, monsieur Galéa, vous avez bien vu, coup de cœur. Bon, génial. Vous savez ce qu'on va faire? On va accueillir votre maman, on va la mettre à l'aise. Et on va lui faire comprendre pourquoi vous avez pris cette décision pour la rassurer elle et que elle accepte de vous suivre dans le projet. Hein? Ah oui, on va faire ça, ouais. Alors, sur quoi, à votre avis, il faut que j'insiste avec votre maman pour qu'elle comprenne que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous? Bah, c'est surtout sur l'environnement. Je pense qu'elle a très peur, hein, comme j'ai des enfants. Il faut la rassurer là-dessus. D'accord. Bon, bah très bien. Et quoi d'autre? Bah, que ce soit pas trop loin de l'école. Bon, bah super. À part ça, il y a rien? Non, mais vous savez, maman, elle est pas trop difficile, faut juste la rassurer. Elle est un peu timide. Bon, bah ok. Super, on se voit demain 18h. J'ai fait de mon client un allié. Officiel. Moi, je connais les revisites stressées de collaborateurs
qui voit le père et le fils qui parlent et puis il se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouh, 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 ouh. Ça se corse en corse pour moi. Alors que si le fils, je le rallie de mon côté, et là on va accueillir le père, pas frontalement, hein, mais plus en bon bah voilà, nous on est bien décidé de notre côté, on fait un bloc homogène et on va t'expliquer pourquoi papa, c'est le meilleur choix pour moi et que mon agent immobilier, je peux lui faire confiance. C'est pas pareil. C'est le langage du partenaire. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très simple. Habituez-vous à dire nous, ensemble, on, plutôt que vous. Nous allons visiter ensemble l'appartement. Ensuite, nous pourrons faire le bilan. Nous pourrons envisager de vérifier si ça répond à vos attentes. Nous nous occuperons du financement. Pareil, la gestuelle. Allez, on va y aller ensemble. Tout ça, c'est extrêmement important. Toujours dans l'état d'esprit que le client est un partenaire. D'accord? On n'est pas là pour le convaincre. Dans convaincre, il y a con et vaincre. Hein, on est là pour influencer avec intégrité notre partenaire. Il vient, il a des attentes, on doit l'aider. Donc, le contrat moral, c'est on va faire ensemble. Très tôt dans votre relation, je vous invite à bien sélectionner vos mots pour l'inclure dans toute démarche et lui faire valider ce partenariat. D'accord. Donc ensemble, on va les visiter et après on fera le bilan. Vous êtes d'accord? Oui. Il s'habitue. À chaque fois qu'il va valider les phrases dans lesquelles je le comprends comme partenaire, implicitement, il va s'étiqueter comme étant un partenaire. C'est extrêmement important, hein. Le poids des mots, le poids des gestes. Donc, et le non-verbal, évidemment, est important. La perception contrastée. Donc, il y a une technique qui s'appelle la technique du porte-nez. Je vous en parle dans un instant. Comme je vous en ai parlé la dernière fois, une perception contrastée, elle porte bien son nom, c'est que dans un même espace-temps, je montre trois choses différentes. D'accord? Donc, on reprend l'exemple de l'agence matrimoniale. Monsieur Martin est en recherche depuis 2 ans. Il a fait tous les sites internet. Il rentre dans mon agence. Il en a jusque-là. Il veut être orienté et que ça aille vite et que ça lui coûte le moins de temps, d'énergie et d'argent possible. Monsieur Galéa, j'ai appris que vous étiez la meilleure agence matrimoniale du secteur. Moi, j'ai fait Internet, hop, 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 c'est pas comparable. Je vous explique mes services. Je vous vends un service, c'est le fait de vous trouver la partenaire, j'espère, de votre vie. Oui, d'accord, vous signez le contrat. Très bien. Je vais vous présenter différents profils et vous me direz. Bien. Alors, mettons que j'ai décidé que ce serait Marianne, on va l'appeler Marianne, qui sera présentée à Monsieur Martin. Bien. Comment vais-je faire pour m'assurer qu'il va sélectionner Marianne plutôt que Catherine ou Sylvie? Eh bien, très simplement, je vais améliorer mes chances en contrastant son choix. Donc, mettons, j'aurais pas dû prendre ton prénom, Catherine, tu vas croire que c'est contre toi. Donc, on a une autre qui s'appelle Céline, elle a les dents toutes cassées, elle sent mauvais. Bien, ce sera mon canard boiteux. L'autre, elle est magnifique, mais malheureusement, elle est hyper superficielle, chose que Monsieur Martin n'apprécie pas. Mais elle est magnifique. Et en plus, elle coûte cher quand on va au restaurant et qu'on fait les boutiques. Et entre les deux, j'ai Marianne, cette douce Marianne, qui finalement, maintenant que j'ai mise dans l'écrin qu'elle mérite, devient un petit bijou, une perle du Pacifique. Alors que si j'avais montré Marianne toute seule, elle aurait juste été neutre. C'est le fait de la mettre dans l'écrin contrasté qui rend Marianne belle. C'est pareil, imaginez-vous, vous allez en soirée, vous allez dans une soirée où il y a que des moches, soirée moche. Voilà, c'est une soirée moche, 40 euros. Et, par le tout hasard, Caroline rentre dans la pièce. Elle va se faire accoster par tous les mecs, les gars. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Perception contrastée. Pourtant, Caroline, c'est qu'une occasion moyenne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des humains et que nous ne sommes pas capables d'étalonner correctement nos émotions dans le temps.
Ce qui permet d'étalonner nos émotions, c'est de le faire dans le même espace-temps. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous l'ai dit au chapitre 1, si un client visite dans la même journée plusieurs biens, sa perception contrastée se fera évidemment avec ce qu'il a vu que les autres agences. Cependant, si on l'isole sur une même période, comme les émotions ont tendance à partir, en même temps que la mémoire et tout le reste, eh bien, si on arrive à l'isoler sur un seul après-midi avec 3 biens, il va beaucoup moins facilement comparer ce qu'il a vu par le passé, puisqu'effectivement, ce n'est pas un ordinateur et donc il aura seulement des ressentis, il aura enregistré des émotions, mais il ne pourra pas les comparer immédiatement avec les émotions présentes. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous faites une visite, considérez que c'est un reboot, même s'il a fait des bilans sur d'autres biens, et que vous vous dites, compte tenu des anciens bilans, il s'avère que je ne devrais pas montrer cet appart. Attention, attention. N'oubliez pas que c'est des bilans de visite qui ont été faits il y a 1 ou 2 semaines et qu'on va reprendre une perception contrastée sur le même espace-temps et qu'on va l'utiliser comme levier de réussite. Donc, vous arrêtez pas au fait que, genre, ah non, mais moi, ce type d'agencement, pas du tout. Oui, bah, ok, mais je vais quand même l'utiliser comme canard boiteux, hein. Tac, voilà. Et puis, je vais prendre ce bien et un samedi après, mais tu vas m'acheter celui-ci. Parce que je le prévois et que c'est comme ça que ça va se passer. La technique de la porte au nez. Je vous l'explique. Technique très connue des vendeurs de chaussures ou des vendeurs de vêtements. Donc, on imagine. On va jouer avec l'émotion encore une fois, hein, d'accord? Je visite un repoussoir. Je lui montre un repoussoir. Donc, je vous donne un exemple. Très simple. Le client cherche un appartement à 150 000 euros. Ok, un F4. 3 chambres. Évry Village. Je lui montre mon repoussoir à la fois un peu canard boiteux. Et donc, je vais lui montrer un F4 à 150 000, en très mauvais état, sombre, avec un vendeur passablement pas sympa. Il ressort. Donc moi, j'avais vraiment, donc j'avais sérieusement introduit ma sélection en disant voilà, on va aller voir un F4, il devrait correspondre à vos attentes pour telle et telle raison. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je lui montre pas que ce que je veux lui montrer, c'est pas crédible. Surtout pas. Je fais comme si vraiment il est censé l'acheter. Il sort de là, le nez pincé, mais monsieur Gallia, mais c'est terrible l'odeur dans l'appart. Ouais, mais c'est. Ouais, enfin, qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Ah, mais c'est même pas la peine. C'est ça votre sélection? Bah, monsieur Martin, vous savez, 150 000 Évry, c'est ce qu'on aura. Il est dégoûté, il est dubitatif. Maintenant, je vous accorde qu'effectivement, il n'est pas en très bon état, il sent mauvais. Si vous voulez plein soleil, bah, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est ça, hein. Donc, il me fait confiance, hein, je lui parle ouvertement du bien, hein, je critique subtilement, mais je sais qu'en tout cas, il a une émotion, il est dégoûté, il est dubitatif. Ok. Dans la voiture, je dis, bah, monsieur Martin, ouais, cool, hein, je vais vous montrer un autre appart, il devrait mieux répondre à vos attentes. Là, il se soulage. Ok? Vous allez voir, on y va, on continue, c'est à 500 mètres. Je l'emmène. Le problème, c'est qu'en fait, ça lui plaît. Et là, il me dit, mais monsieur Galéa, il est à combien? 179 000 euros. Il est abattu. 160 il a 150 de budget, d'accord? Il est abattu, le gars. Ok? Il dit, mais il est négociable. Bah non, c'est son prix, monsieur. Vous avez pas vu, super état, meilleur emplacement, ultra lumineux. Oui, moi, je vous ai dit que c'était mon budget, c'était 150. Oui, mais moi, je vous montre ce qu'il y a dans vos critères. Est-ce que vous pouvez peut-être pas essayer de gratter les fonds de tiroir? Ah mais non, pas du tout. Moi, je suis au bout du bout. Ah, mais je suis désolé. Abattu. Abattu. Il est abattu. On reste dans notre rôle. Écoutez, je vais faire de mon mieux. Donc le client, il doute, il a peur de pas trouver dans cet espace-temps de perception contrastée. Et qu'est-ce que je lui dis? Attendez, ça me fait penser à un truc. Comme vous avez apprécié celui-ci, il est un peu cher. Peut-être une solution. On va retourner à l'agence, je vais aller chercher une clé parce que j'ai ma collègue Caroline qui a fait une estimation. C'est peut-être une opportunité pour vous. Il n'est pas encore en vente, mais on connaît son prix. Et il est soulagé, il a tous les critères. Et là, il me dit, il est à combien? 165. Mais il est plus cher mon budget, ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il était abattu.
Il se dit, je trouverai pas. J'ai montré un truc bien trop cher et là, il est à quelques pas de trouver ce qu'il lui faut. Il y a un effort conditionné à faire, c'est le budget. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait acheter à Monsieur Martin un bien normal et plus cher que son budget initial. Pourquoi? Perception contrastée sur le même espace-temps, additionné à la réalité qu'on connaît tous quand en bande on fait des conneries. Vous la connaissez cette phrase maintenant, d'accord? La connerie, c'est qu'il avait 150 de budget, il va rappeler son banquier pour dire, vous êtes sûr que je peux pas gratter un peu? Il va appeler sa mère. Maman, j'ai besoin de 10 000 euros, ou j'en sais rien. Mais en fait, dans son état d'esprit à lui, dans sa réalité, c'est sa réalité, hein. C'est pas la mienne, c'est pas la vôtre. C'est sa réalité dans le même espace-temps, il se dit, oh, celui-là, il se démarque. Il demande un petit effort, parce que de toute façon, donc il va se rassurer. Rationnellement, il a une émotion. Souvenez-vous, il a une émotion. Il va rationaliser cette émotion. De toute façon, à 150, j'ai pas ce que je veux. Premier appart. Ce que je veux vraiment, c'est censé valoir 179. Mais Caroline, elle m'a trouvé, enfin Julien, grâce à Caroline, m'a trouvé un quasi perfect sans faute à 165. C'est-à-dire entre la médiane, entre le plus pourri et le meilleur de tous. Et il a vraiment tous mes critères. Donc je dois faire un effort. Donc Julien va arrondir les angles. Oui, mais monsieur Galliard, vous vous rendez compte, ça fait 15 000 de plus, c'est 10%, j'en sais rien. Ok, on va essayer de trouver la meilleure solution possible. Moi, je vais vous présenter un courtier, c'est un magicien. Oui, je parle même pas encore de négocier. On va faire ensemble le travail pour que cet appartement, vous l'ayez. Oui, mais il est trop cher, faites-moi confiance. Ok? Vous le voulez ou pas? Oui, je le veux. J'en veux, c'est sûr, je le veux, je me projette. Ok, signe ici. Oui, mais il est trop cher. Signe ici, faites-moi confiance. Tu peux, les deux me vont. Mais en fait, c'est effectivement, en fait, le truc, c'est que, imaginons, métaphore. Voilà, là, c'est pas le levier. Donc, t'amènes le gars, il y a une baignoire avec de l'eau, t'es en train de le torturer, en fait. Donc, tu lui mets la tête sous l'eau, tu vois. Ah, tu vas parler! Tu le ressors. Et là, tu lui parles gentiment, tu caresses, tu fais, tu vas me dire qui a tué Ivanov. Et tu lui remets la tête sous l'eau, et tu le ressors, et bon, à la fin, il te prend pour ton pote. Parce qu'en fait, c'est toi qui lui mets la tête sous l'eau, mais tu le ressors. Donc moi, j'aime bien, effectivement, mettre à la fin, comme un soulagement, mais on peut très bien l'encadrer avec le bien plus cher qui va le rassurer. Mais on n'aura pas joué à fond avec la perception contrastée, et on n'aura pas mis la technique de la porte au nez vraiment dans son paroxysme émotionnel. C'est juste ça. Donc ça, les vendeurs de chaussures et tout, ils vous le font, hein. Alors tu rentres, tu vois une paire de chaussures dans la vitrine, elle est super. Tu rentres, ah mais j'ai plus votre pointure, comme par hasard. Et le gars, en fait, ça fait 6 mois qu'il a plus le stock de la chaussure qu'il y a dans la vitrine, ok? Il met 99 euros barré, 45, t'as l'impression de faire la super affaire. C'est du cœur véritable, tu rentres. Ah, je vais essayer celle-là. Ouais, quelle pointure? 43? Ok, j'arrive. Il part, il fait genre, il cherche, il fume une clope, il revient. J'ai pas ça, monsieur. Il te fait une découverte client et tu termines. Tu devais payer une paire 49 euros, tu termines à 120 parce que tu es chez lui, sur son terrain, et que tu as eu une frustration. Donc quand vous rentrez qu'il n'y a pas la paire de chaussures, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est OK, salut. Sinon, vous vous faites avoir. Ça vous est tous déjà arrivé, mais vous en souvenez pas. La peur de perdre, c'est quoi? Alors, pile ou face? Qui joue avec moi? Caro, regarde. Pile, je te donne 1 000 euros. Face, tu me donnes 1 000 euros. Tu joues ou pas? Tu joues, toi? Dorian. Tout le monde joue là? Toi, tu joues? Tu joues pas? Pauline, Seb, tu joues? La moitié des gens, ils jouent pas. Pourtant, pourtant, vous avez une chance sur deux de gagner 1 000 euros. Mais, gagner versus perdre, perdre sera toujours plus fort que gagner. On a beaucoup plus peur de perdre que l'envie de gagner. Et donc, comment on va jouer à ça? Bah, jouer sur l'émotion de ah, attention, il vous plaît l'appart? Vous vous projetez? Vos enfants, ils l'aiment bien? Il n'y en a qu'un seul. Si c'est pas celui-là, il n'y aura pas d'autre. En ne faisant pas ce que je vous dis, si vous ne suivez pas mes conseils,
si vous décidez pas en temps et en heure, vous le perdrez. Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous l'acceptez? Alors il peut vous dire oui, hein. Mais si vous avez détecté que l'appartement lui plaît, au moment où vous prononcerez cette phrase, je vous assure qu'il va déféquer dans son pantalon. Mais c'est vraiment, on sous-estime. Regardez, on fonctionne tous par convoitise, hein. Mais c'est pareil, on reprend l'exemple de l'agence matrimoniale, hein. Monsieur Martin, je vous présente Martine. Ouais. Faites pas ouais, parce que je vous assure qu'elle a du succès. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous de 18h ce soir, à mon sens, comme elle doit avoir un autre de nos adhérents vendredi soir, j'ai peur que vous perdiez cette possibilité de la revoir. Eh ben, on est tous humains, on veut ce que l'autre il a. C'est pareil pour les maris cocus qui aiment plus trop leur femme. Du jour où ils apprennent qu'ils sont cocus, c'est mort, ils sont amoureux. Ça y est, ça revient, les hormones. Pam, concurrence dans la loi de la jungle. On a envie d'être le premier, d'être le seul, d'être le meilleur. Et rigolez pas, jouez bien sur cette émotion, les amis, parce qu'elle est puissante. La peur de perdre. Ce qui m'amène naturellement à l'acheteur concurrent. Donc technique évidemment connue, donc soit c'est la vérité, soit c'est faux. Quoi qu'il en soit, le bien que vous avez visité aujourd'hui pour me donner une réponse demain, bah, il y a peut-être un client qui l'a visité hier et qui va me donner une réponse aujourd'hui. Que se passerait-il si vous ratez cette maison, monsieur le client? Posez-lui cette question. Que se passerait-il? Qu'est-ce qui va se passer si vous ratez cet appart? Et là, vous vous taisez. Et lui, émotionnellement, ça va faire adrénaline dans les jambes. Regardez bien ses pieds, ça va flageoler. Si l'appart lui plaît, évidemment. Donc, ce que vous considérez, vous, comme un bluff tactique, pas toujours crédible, je vous assure que le client, hein, même s'il ne vous croit pas, il va vous écouter. Si vous amenez des preuves de l'existence de ce client, ou si vous faites ressentir son existence, ne serait-ce que par votre empressement personnel, le client va le ressentir, il va dire, oh là, Sylvia elle commence à être fébrile, à mon avis, ce qu'elle me raconte sur l'autre acheteur, c'est vrai, on va pas jouer. Vas-y, on le prend en prix, c'est bon. Je donne un exemple. Sylvia est en phase de closing, elle vient faire les scoring, ok. Elle a fait la proposition d'achat, il y a des hésitations qui se mettent en place, elle gère les objections, mais bizarrement, il manque le petit truc pour aller au fond. Et là, elle fait bon, attendez, le temps que vous continuez de discuter, je vais voir où ça en est, parce que il va peut-être y avoir du nouveau. Laissez-moi passer un appel. Oui, allô, Julien, la visite de Jérémy sur l'appartement d'Alphonse Daudet, c'en est où à la place? Et les clients, ils veulent pas perdre. Retenez-le bien, je vous jure. C'est sous-estimé ça, sous-estimé ça. 9. En fait, je pense que vous n'êtes pas prêt pour acheter. Lego. Au même titre que, on en a parlé hier, en fait, vous n'êtes pas vendeuse. En fait, je suis pas content. Monsieur le client, vous voulez pas acheter. Qu'est-ce que vous lui dites, monsieur Gallière? Non, vous voulez pas acheter. Vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous êtes rentré dans l'agence, mais vous n'êtes pas prêt, malgré ce que vous m'avez dit. Et là, on joue sur l'ego. L'ego différent, mais l'ego qu'on connaît tous, hein. On n'a pas envie de passer pour un bolos, même devant quelqu'un qu'on ne connaît pas spécialement. Mais si on a créé cette confiance mutuelle dont je vous parlais, avec la construction de la relation, et que le client a compris qu'on avait gaspillé de l'énergie, enfin investi plutôt, de l'énergie pour lui, si au moment du closing, et qu'on a fait une proposition honnête, que ça lui plaît vraiment et que tous les critères vont bien, et que il me sort une fausse barbe, je traite pas la fausse barbe. Et je lui dis, ah ok, en fait vous n'êtes pas prêt pour acheter. Bah si, pourquoi? Bah expliquez-moi pourquoi vous êtes prêt alors. Retournement de la charge de la question. Bah je suis prêt parce que, bon bah alors on se lance. Donc monsieur, bon, bah si je suis prêt, regardez, j'ai une grosse bite. Bah alors vas-y, si. Montre-moi que t'as une grosse bite. Désolé. Madame, vous avez éduqué votre famille toute seule, vos enfants vous font confiance. Ça fait 3 semaines que vous cherchez, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous m'avez expliqué que vous étiez responsable RH. Donc vous
vous savez ce que c'est de manager des gens, vous avez une poigne de fer, vous êtes une stature. Et là, par contre, vous flippez. En fait, vous voulez pas acheter. Ça fait mal à la tête, ça. Je vous jure. Faire acheter des émotions, des besoins, des résultats, pas un prix. Bon, bah, tiens, je vais vous donner un exemple. Sylvia, si j'achète une perceuse, j'achète un trou. J'achète pas une perceuse, j'achète un trou. Si j'achète un marteau, j'achète des gravats. T'en veux une? Non, j'achète un clou dans le mur. Si j'achète une brosse à dents, j'achète une bonne hygiène bucco-dentaire. Si j'achète un iPhone, j'achète des amis, pas mal. Non. Ça, je fais ça avec un Nokia 3310. Non, iPhone, c'est une marque quand même très spécifique. Je peux faire des belles photos, je peux faire avec un Android. Si j'achète un iPhone, j'achète l'appartenance à une communauté. Si j'achète un Nokia 3310, j'achète de quoi communiquer pour pas cher. Si j'achète un sèche-cheveux, une mini vague. Si j'achète une montre Swatch, ben j'achète une montre Swatch pour donner l'heure. Si j'achète une Rolex, j'achète un standing. Donc, quand on achète un objet, on n'achète pas l'objet, on achète ce qui va nous procurer. Dans un autre sens, quand quelqu'un rentre chez moi qui me dit Julien, vendez mon appart, il ne demande pas de vendre son appart. Il me demande de l'aider à réaliser son projet qui consiste à se retrouver les pieds dans l'eau, j'en sais rien, à la Réunion. Et ce sera ça la fin du projet. Donc moi, par exemple, c'est pareil. Je vends pas des apparts, je vous l'ai dit. Je vends des besoins, des émotions, des résultats. Donc Monsieur Martin, en fait, lui, je vais pas l'orienter sur le prix. En fait, moi, ce qui m'ennuie quand vous prenez des offres d'achat, les amis, c'est qu'on parle tout le temps du prix. Mais les gars, faut payer pour avoir les émotions, les besoins, les résultats que vous vouliez en rentrant dans mon agence. Vous n'êtes pas en train d'acheter un prix, vous êtes en train d'acheter un résultat et ce résultat, il est là devant vos yeux. Pourquoi vous voulez jouer? C'est dans votre budget. Vous me parlez de 2000 euros. Vous, à 2000 euros, vous le ratez. La perte, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. N'oubliez jamais que l'humain, se loger, c'est son critère number one avec le fait de respirer et de manger. Donc, clairement, même si vous avez l'impression qu'il a la tête froide, c'est faux. Donc, quand il choisit un bien, il a des émotions très spécifiques que vous ne pouvez pas connaître si ça vous est pas arrivé. Mais il a des émotions très spécifiques sur lesquelles on va jouer. Donc, arrêtons s'il vous plaît de vendre des rabais, des remises, des ristournes aux clients. Oui, moi je vous le prends si vous me faites 10 000. Non, c'était pas vrai. En fait, c'était une fausse barbe, ça. Pourquoi voulez-vous faire une offre? Pourquoi voulez-vous négocier le prix? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur le client? Et là, c'est à lui d'expliquer pourquoi il veut négocier. C'est pas à nous de lui expliquer pourquoi il va l'acheter 150. On va le fatiguer et on va lui faire sortir tout l'outillage qu'on utilisera par la suite pour gérer les objections. Si on ne le fait pas parler, nous n'avons pas, imaginons je dois grimper un mur, j'ai pas de prise, paroi lisse, si je ne le fais pas parler, c'est comme une paroi lisse. Donc, monsieur le client, vous voulez négocier, d'accord? Excusez-moi, pourquoi? Parce que vous ne devez pas perdre de tête. Des clients argent en immobilier, il n'y en a pas tant que ça. Les gars, je suis dans l'immobilier. Un euro, c'est un euro. Mais j'ai acheté ma maison au prix à Soisy comme un bolos. Pourquoi? Ben parce qu'elle me plaît. Parce que je me visualisais. Parce que quand mes enfants ils sont arrivés, ils ont fait wouhou, yop là boum. Parce que ma femme, si j'avais pas eu la maison, je me serais tapé 6 mois de canapé et que j'ai pas envie. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtons-nous de mettre les gens, les clients en son casse-argent quand ils ne le sont pas vraiment. Répondez à leurs émotions, à leurs besoins, à leurs objectifs. Avant-dernier, pardon, l'engagement partiel. Eh ben c'est très simple. Monsieur est décidé mais pas décidé. La nuit porte en conseil, il est là. On s'est mis d'accord sur tout, mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il y a un neurone qui dit ah, il n'arrive pas à prendre le stylo.
Ok, cool, monsieur Martin, on va temporiser. Vous êtes là, je suis là. On a tout validé ensemble. Vous savez que cette maison, c'est celle qu'il vous faut. Mais apparemment, il y a un truc qui me dit que la nuit porte conseil. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ce que je vous propose, c'est de rédiger l'offre comme si on le faisait. Vous allez faire comme si vous alliez faire une offre, on va la rédiger ensemble. Et cette offre, je la laisse sur mon bureau jusqu'à demain midi. Je la passerai pas. Ça vous laisse le temps de respirer un peu. Demain midi, on s'appelle. Vous me dites ce que j'en fais de l'offre. Soit je la déchire, soit je la passe. Ça lui a permis de prendre un petit peu de recul sur la situation. C'est aussi un filtre de motivation pour moi. Comme il avait peur, si je le brusque trop, qu'il me fait l'offre, bah, il risque de se rétracter de son offre le lendemain s'il n'a pas eu le temps de... Voilà. Donc, je fais un filtre de motivation. Je lui dis, regardez, vous signez l'offre, je la laisse sur le bureau, là, d'accord? Demain midi, vous me dites si je la passe. Demain midi, on se rappelle. Je fais, ouais, c'est bon, monsieur Galache. Hier, j'étais un peu sous l'émotion. On lance la machine. Ou alors, je l'appelle, il me dit, bon, j'ai réfléchi. Hier, c'est allé un peu vite. Non, on passe pas l'offre. Ok. On se revoit samedi pour les visites? Ouais. Et samedi, je remonte l'appart. Et c'est reparti. La traversée du précipice. C'est une métaphore. Il me faut un stylo. Donc, voilà, il y a un précipice et il y a un pont. Donc, le client, il est ici. Et le précipice, c'est sa peur de passer à l'action. Ok? Et moi, je suis là. Bien. Et je veux le faire traverser. Première chose, si je lui dis, en restant là, viens, viens, il va dire, ouais, j'ai peur. Donc, je l'accompagne. Je traverse le précipice et je vais le chercher. Ah oui, les gars, comment on fait pour emmener quelqu'un quelque part si on ne sait pas là où il est? Donc déjà, je vais le chercher. Métaphoriquement, je m'assure de le comprendre. Et voilà, écoute, on va faire la traversée ensemble, comme des partenaires. Je vais pas te regarder faire, on va le faire ensemble. Alors, tu sais quoi, ce qu'on va faire? Là, tout de suite, maintenant, on va faire tout comme si. Alors, bah, on sait, vous et moi, que c'est le bien qu'il vous faut. On va aller à l'agence pour en discuter. Vous voulez attendre, c'est normal. Y réfléchir, méditer, c'est normal. Alors, on confirme ensemble qu'ils aiment le bien. Ils aiment le bien, ok? Et là, on leur dit, ok, est-ce que vous voulez faire une réservation dès aujourd'hui? Ah non. Alors, la première chose à faire, c'est ça, voilà. Donc, quand il dit non, tu fais ça, tu recules ta chaise et tu fais, ah bon? Genre, t'es méga surpris en fait, puisqu'en fait, il y avait une sorte de congruence, une cohérence dans tous ces comportements, c'est dire, tout va bien, tous les indicateurs sont au vert, on a traité les objections, on a répondu aux freins, mais le client nous dit non. Donc, il mérite qu'on lui inflige un... Ah, pourquoi? Donc, je suis surpris. Mais je pensais que vous l'aimiez, monsieur Martin. Ah, vous voulez vraiment réfléchir. Ouais, oui, c'est normal, une grande décision, il faut beaucoup réfléchir. À quoi exactement vous voulez réfléchir? Bah, à tout. D'accord, ok. Alors, bah, déjà, je m'oppose pas. Je suis d'accord avec lui, toujours, hein. Ok? On n'est pas dans l'opposition. Vous avez raison, monsieur Martin, c'est une décision importante, c'est une décision énorme, c'est la plus importante décision financière pour vous comme pour moi que d'acheter sa résidence principale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre inquiétude? Euh, M'expliquer, je vous juge pas, que vous achetez ou non, c'est votre choix. J'ai juste besoin de comprendre. Moi, je vais vous expliquer mon inquiétude à moi, monsieur Martin. C'est que vous basiez votre décision sur des informations qui pourraient être incorrectes ou incomplètes si vous en parlez à d'autres personnes. Donc, j'aimerais qu'on en parle vraiment ensemble. D'accord? Voilà ce que je vous propose. On va aller à l'agence, ok? Ou on est déjà à l'agence, ok? Et on va tout faire comme si vous achetiez le bien, ok? J'ai pas dit vous l'achetiez, hein? Mais on va faire comme si. Donc, je vais vous expliquer le chaînage, je vais répondre à vos attentes, tout. On va faire comme si. Vous pourrez garder tous les documents. Vous pourrez en parler, réfléchir, prier, méditer si vous voulez, d'accord? C'est ok pour moi, ça me dérange pas.
On prend le temps. OK? Vous faites comme si. Donc vous achetez pas le bien, hein. Donc, mais si c'était le cas, combien proposeriez-vous pour cet appartement? Ben, je proposerais 140 000. D'accord. Quand est-ce que vous aimeriez en prendre possession? Qu'est-ce que vous feriez comme amélioration? Quel apport personnel vous metteriez dans les travaux? Qu'est-ce qui se passe là? C'est une projection. Je le force à se projeter mentalement sur l'avenir de ses décisions. Et s'il est à l'aise avec cette projection, il signera. Au moment où je pose ces questions, je regarde bien comment il réagit. S'il est stressé ou si les questions que je... Voilà. Ah, ça a l'air positif quand il se projette. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur l'acheteur? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose à laquelle vous voulez réfléchir? Et je viens de penser à quelque chose. Si le vendeur était d'accord avec cette offre, qu'en penseriez-vous? Signez ici, je lui poserai la question. Donc en fait, je l'ai amené à jouer un jeu de rôle, à se projeter. Et non, mais attendez, je suis pas prêt. Et, ah bah, imaginons, hein, à la fin de ce scénario, il dit non, non, mais c'était bien, bien, Monsieur Galliard, mais c'est de me projeter, je me voyais vraiment, mais j'ai quand même peur. Et bah, c'est pas grave. J'ai fait l'engagement partiel. Je dis non, mais après tout ce qu'on vient de voir et tout, écoutez, on est là ensemble, l'appart, vous savez quoi, faites-moi confiance, c'est celui qu'il vous faut, j'en suis sûr. Donc faites-moi plaisir, vous signez là, et demain midi, on se rappelle. La suite. La prochaine fois où on se verra, on parlera des attitudes antiproductives. Très important, le passage de l'offre au vendeur avec toutes les techniques, les phases que ça incombe.